Bonjour à tous, je suis Chia Yiton, votre animatrice pour le franc-parler avec Chia. J'ai le plaisir d'inviter le directeur des affaires publiques et relations gouvernementales chez Corpic, ma contrée plante, à venir nous jaser des défis que nous avons comme société en termes de l'habitation. Bonjour, Bonjour. Très heureux de me joindre et d'être avec vous aujourd'hui. Oui, moi également. Comme on sait que les défis en habitation sont très nombreux, comme on le sait aussi que vous êtes un politicien retraité, vous avez passé votre vie très impliqué dans la vie des citoyens et en défense, en protection de nos résidents. Alors, merci. Et donc, certainement, vous avez un package vraiment très profond pour nous partager toutes sortes de sujets. Alors, ce que je me suis dit aujourd'hui, j'ai le goût qu'on regarde un portrait plus général et plus factuel sur la santé de notre parc locatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, d'abord, on a un parc. Vous savez, au Québec, on a 1,5 million de logements locatifs. Oui. Alors, on exclut les condos ou les copropriétés, là, mais vraiment dans le locatif traditionnel. Oui. Vous savez quand même, quand on se compare avec le reste du Canada, il y a une proportion beaucoup plus grande de locataires Absolument. ici au Québec. Oui. C'est plus de 40 déjà, donc au Québec. Et même si dans le reste du Canada, la proportion augmente, mais ici au Québec, c'est historique. Il y a toujours eu quand même... plus de locataires. Plus de locataires, près de 2 sur 5. Donc, c'est une proportion assez élevée. Oui. On a un parc locatif qui est d'abord historique. On a beaucoup de logements qui ont été construits avant 1980. Oui. Alors, 60 Donc, on a un parc que je dis souvent, qui a besoin qu'on s'en occupe, qui a besoin d'amour. C'est vrai. Avant d'aller là, Ouais. avant d'aller dans l'âge et la généralité de ces immeubles locatifs, je voudrais d'abord savoir quelles sont les proportions de ces immeubles publics et privés. Bien, à l'heure actuelle, au purement privé, c'est environ 90 quand même, OK. donc des logements locatifs au Québec. Oui. Auquel il y a un propriétaire privé. OK. L'autre 10 c'est évidemment, il y a des habitations à loyer modique sous des offices municipaux d'habitation. Il y a des coopératives d'habitation. Il y a des projets d'habitation à but non lucratif. Aussi, Donc, ça représente environ 10 Oui. C'est une proportion un peu moins élevée, par exemple, qu'on a en Ontario. Mais quand je dis un peu moins, c'est quelques points de pourcentage. Là. C'est pas nécessairement, mais globalement, le secteur privé est présent là, quand même à près de 90 là. Oui. Donc, voilà. Je voudrais aussi connaître les proportions des tailles des immeubles parce que, en fin de compte, souvent les gens pourraient penser les propriétaires, ils sont très riches et tout ça, mais pas forcément parce que en plus des tours des habitations de plus de 100 logements, on a aussi, les maisons locatives, on a aussi des duplex, triplex. Est-ce que j'ai raison? Oui, non seulement on a raison, mais on se distingue beaucoup du reste du Canada. 37 des propriétaires au Québec ont un 5-plex et moins, donc 5 portes ou moins. Wow. Donc, c'est des gens qui nécessairement ont un autre emploi. Exactement. Et souvent, ils vont être des propriétaires occupants, pas toujours. Des fois, c'est leur bas de laine, leur fonds de pension. Absolument. Ils ont hérité, des fois, de leurs parents d'un bâtiment qu'ils continuent donc de gérer avec des locataires. Mais la très grande majorité, je dis 37 ça, c'est le Québec, mais en Ontario, c'est 7 Ah, OK. Alors, ici au Québec, on a beaucoup de petits bâtiments, des plex, là, entre guillemets, construits en bois,
avec l'insonorisation, pas toujours comme on l'a dans les nouveaux bâtiments en béton. Très différent du reste du Canada, où on a plutôt de la densité, plusieurs étages, des ascenseurs. Exactement. Alors, ici au Québec, là, on a beaucoup... On est différent. On est très différent dans l'aménagement, effectivement. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour cela, une des raisons pour lesquelles que Corpic existe. Oui. Est-ce que vous pouvez parler rapidement de la mission la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la Corpic, on existe depuis le début des années 80, depuis la constitution du tribunal administratif du logement. On est une association à but non lucratif. On appartient à tous les propriétaires qui sont membres et donc il y a vraiment une volonté démocratique. Hein? Donc, l'organisation, elle n'appartient pas à Marc-André Plante ou elle appartient à ses membres. Parfait. Et notre mission, c'est vraiment de refléter puis de représenter les propriétaires locatifs sur les enjeux de leur gestion quotidienne, les propriétaires et les gestionnaires Bien aussi. sûr. Oui. Mais je vous dirais qu'on a de plus en plus aussi une approche préoccupante du client. Donc, des locataires. Parce que, vous savez, quand on gère une industrie, on a des clients. Ici, au Québec, ce sont des locataires dans notre industrie. Alors, on est vraiment dans une approche de dire, il faut trouver l'équilibre. L'équilibre dans un marché, un équilibre pour les propriétaires, un environnement qui est stimulant. Tout à fait. Alors, c'est vraiment notre mission comme organisation représenter tous les propriétaires, les petits, les moyens, les grands, les grandes corporations. Alors, c'est vraiment notre objectif. Excellent. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de combien de membres que vous représentez actuels? On représente 30 000 membres et gestionnaires. Donc, ça peut être des propriétaires et des gestionnaires, donc qui sont leurs représentants. Évidemment, on a des grands propriétaires. Le plus grand au Québec a 4 500 logements, mais on a aussi des gens qui ont un duplex, donc ils habitent avec un seul locataire. Et notre objectif, c'est d'appuyer, parce que les lois sont quand même relativement complexes au Québec. Vrai. Il faut connaître tous les enjeux, l'environnement, comment procéder. Vraiment, il y a un encadrement législatif qui est important au Québec. Alors, on est là pour faire de la formation, éduquer, accompagner les propriétaires dans tous les défis de la gestion immobilière dans le secteur locatif. Oui, moi, je trouve vos outils très, très utiles. Ils sont accessibles en ligne, donc merci beaucoup. Donc, revenons à nos immeubles, à notre parc locatif. Là, on comprend que 10 % appartient au public et 90 % reste privé. Alors, il y a une grande majorité des immeubles qui sont bâtis il y a un certain moment. Donc, à part des immeubles récents, là, quel est l'état actuel de ces immeubles qui ont été construits il y a un certain moment? C'est clairement un parc locatif qui a un déficit d'entretien. D'accord. On ne se le cachera pas qu'on évaluait quand même en 2016 et on annualisait, là, donc depuis ce temps, aujourd'hui en 2023, un déficit là, qui dépasse là, les dizaines de milliards. Là. Donc, principalement pour plusieurs raisons. D'abord, les politiques publiques dans le secteur locatif qui ont été développées n'ont pas nécessairement toujours encouragé la rénovation en amont. Et donc, les investissements continuent. Et donc, avec un parc où tu as plus de 60 % qui ont été construits avant 1980, donc on est dans la 40e année et plus, c'est des bâtiments que là, c'est les gros travaux là, qui s'en viennent. Oui, absolument. Et malheureusement, les règles du jeu n'ont pas nécessairement mis de l'avant l'importance de l'entretien et de refléter ces coûts-là, par exemple, dans le prix des loyers. Ce qui fait que beaucoup de propriétaires ont souvent visé à maintenir en état. Mais je le dis toujours, quand on sous-investit dans l'entretien de notre parc locatif, un jour ou l'autre, ça finit par nous rattrape toujours. Là. Oui, c'est sûr. Et donc, mais ça vient aussi de méthodes de calcul, de fixation des loyers, d'ajustement annuel.
qui, dans les faits, reflètent pas bien cette volonté-là qu'on devrait avoir Absolument. pour entretenir le parc. Tout à fait. Juste en comparaison avec la gestion des copropriétés, par exemple. Même exemple. Chaque syndicat de copropriété doit, selon la loi, maintenir la santé financière et la santé physique des immeubles, n'est-ce pas? Et pour ça, tout le monde contribue à un fonds et que ce fonds-là, c'est fonds de prévoyance, exact. Et pour vraiment maintenir la santé des copropriétés. Et dont les locatifs, c'est chacun pour soi. Exact. Et le fonds de prévoyance n'existe pas nécessairement, mais en fait, si le propriétaire se dotait là, c'est parce qu'il faut qu'il ait l'assurance de rencontrer que son investissement va s'amortir selon une certaine année. Mais à l'heure actuelle, les politiques de calcul d'amortissement pour les rénovations majeures, ça peut prendre 40 ou 50 ans. Alors, vous refaites une cuisine et vous l'amortissez sur 30, 40 ou 50 ans. On s'entend qu'une cuisine, après 10 ans, c'est démodé, puis il faut recommencer. Je dis toujours à ma conjointe, si je lui annonce la bonne nouvelle, on refait la cuisine aujourd'hui, mais on va la financer sur 40 ans. Elle va dire, d'après moi, on va la revoir là, d'ici là. Alors, c'est pour ça que je disais qu'il faut absolument que l'investissement concorde avec la durée de vie. En effet. Et malheureusement, à ce moment-ci, on encourage finalement le moins bon comportement, qui est le comportement de dire, on va, excusez l'expression anglaise, patcher, hein, on va garder ça correct, sécuritaire. Mais je pense que les locataires, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on se donne un environnement qui est renouvelé, qui est sain, de beaux logements. Et pour ça, il faut qu'il y ait une équation entre le prix que je vais payer et celui que je peux demander. Malheureusement, on a des lois au Québec qui protègent trop le prix le plus bas, vers le bas, mais ça contribue à maintenir des logements qui sont parfois dans un moins bon état. Et c'est ça qu'il faut changer comme culture, comme façon de faire. Absolument. Et en parlant de cette culture-là, j'en sais de quelque chose parce que en tant que courtier immobilier spécialisé en transactions multifamiliales, souvent, je peux accompagner les clients pour faire les visites des appartements. Et ce n'est pas toujours rose. L'état des immeubles et la qualité des locataires ne sont pas toujours au rendez-vous, justement parce que le propriétaire il n'arrive pas à amortir ses investissements très importants, cuisine, salle de bain, toiture, structure, fondation, façade. Name it. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'entretien à faire. Mais que, vu que financièrement parlant, ça ne vaut pas la peine parce qu'on ne peut pas le cotiser d'une certaine façon par les loyers très faibles. Donc finalement, c'est les locataires qui en souffrent, qui vivent dans des milieux de vie plutôt patchés. Exact. En fait, c'est ça la réalité. C'est qu'on est vraiment dans une conjoncture qui est décourageant. Donc, pour un propriétaire, la problématique, c'est qu'on n'encourage pas la détention à long terme. C'est-à-dire que la personne qui s'investit, quand on rénove un bâtiment, malheureusement, on voit beaucoup dans le marché où les gens disent, moi, je vais rénover puis je vais revendre. Je vais tout de suite prendre le bénéfice. Moi, je pense qu'il faut encourager plutôt les comportements en amont. On rénove de façon continue, mais on détient à long terme. On s'engage, on crée une relation avec nos locataires, une relation de confiance. Et pour ça, il faut se donner des règles du jeu qui permettent à ce que l'investissement dit immobilier soit intéressant pour le propriétaire. Mais en même temps, je vais être clair, il faut aussi trouver dans le marché un équilibre. Un équilibre pour que les droits, que ce soit des propriétaires de logements locatifs et des locataires, il faut trouver un balancier aussi équilibré. Il faut éviter des situations où, par exemple,
je vais reprendre votre logement parce que je veux faire plus d'argent avec, sans raison valable, etc. C'est pas... Je pense qu'il faut trouver le système qui s'est créé au Québec. C'est un système où tout le monde a des droits, puis il peut les faire valoir dans un équilibre. Oui. Ce qu'il faut éviter, c'est que ces lois-là viennent privilégier plutôt les moins bons comportements. Celui qui délaisse son bâtiment parce qu'il ne voit pas d'intérêt à l'entretenir, jusqu'à ce qu'un jour, on se dise, est-ce qu'on le détruit et on reconstruit complètement neuf? C'est vraiment triste. Il ne faut pas en arriver là. Non. Il faut plutôt agir de façon continue et c'est là-dessus que la Corpic travaille vraiment, d'amener des règles du jeu et des lois, des encadrements qui valorisent la détention à long terme et donc la personne qui s'investit comme propriétaire développe une belle relation avec ses locataires. Ah oui, tout à fait. De trouver le juste milieu pour les deux. Un des chocs culturels que j'ai eu lorsque je suis arrivée il y a 25-26 ans de Taïwan jusqu'au Québec. En fin de compte, je suis native de Taipei, qui est la capitale de Taïwan. Et vous savez, la pratique courante à Taïwan, c'est qu'il y a aussi beaucoup de locataires. Pourquoi? Parce que les immeubles sont relativement dispendieux. Ouais. Alors, tu sais, un petit 500 pieds carrés, c'est facilement 1,5 million. Donc, très peu de gens qui ont accès à devenir le propriétaire. Donc, on a beaucoup de locataires. Par contre, à Taïwan, qu'est-ce qu'on pratique pour cette relation entre propriétaire et locataire? C'est que lorsqu'on s'engage en tant que locataire de prendre un logement, bien, on va donner 3 mois de dépôt de sécurité pour démontrer au propriétaire que moi, je suis quelqu'un de responsable et je suis prête à investir ce montant-là pour garantir en quelque sorte que je vais bien maintenir le logement dans son état actuel. Et à la fin, donc, le dépôt est retourné parce que, c'est justement, je deviens une partie prenante dans la santé de cet immeuble. Bien, depuis de nombreuses années, la Corpic fait des représentations, notamment pour le dépôt de garantie. Mais, vous savez, la jurisprudence est venue reconnaître à ce qu'un locataire puisse proposer à son propriétaire un dépôt de garantie. À l'heure actuelle, par exemple, si vous avez des animaux, puis que le propriétaire est plutôt inquiet ou ne souhaite pas les accueillir, le locataire pourrait arriver et dire, bien, écoutez, je vous propose en signe de bonne foi un dépôt de garantie de façon... évidemment, la jurisprudence qu'elle dit, c'est que ça doit être volontaire du locataire et c'est pas uniformisé dans l'ensemble pour chacun des locataires. Évidemment, moi, je pense qu'il faut avancer un petit peu plus loin, puis j'aime ça que vous nous rameniez sur le fait que vous êtes arrivé au Québec. Vous avez fait le choix, comme nouvelle arrivante, comme locataire, et donc vous amenez ce contexte-là. Puis je veux en parler parce que pour moi, ça me paraît important. Oui. Vous savez que dans les 5 premières années d'arrivée au Québec d'un nouvel arrivant, d'un immigrant, 83% sont locataires. Donc, qui dit immigration dit locataire au Québec, surtout dans les premières années. L'une des grandes difficultés, surtout dans un marché extrêmement serré, comme on le voit, taux d'inoccupation très bas, bien, beaucoup de nouvelles arrivants ont de la difficulté, par exemple, à avoir une cote de crédit. Ils n'ont aucun historique de crédit. Ils n'ont pas d'endosseur nécessairement, pas de colocataire pour les aider, je pense aux étudiants. Ils n'ont pas d'historique de d'autres propriétaires qui peuvent les recommander. Et souvent, pour ces nouveaux arrivants ou même ces étudiants étrangers, le dépôt de garantie, c'est une façon d'offrir une sécurité pour le propriétaire. Et moi, je pense que dans nos lois, il va falloir évoluer parce qu'on a des locataires qui ont des obstacles de la vie. Je pense, par exemple, à un homme qui divorce. Une mauvaise passe dans sa vie, puis il y a un enfant, puis il veut avoir la garde partagée, il veut prendre ses responsabilités, mais il a fait faillite récemment. Ça va pas bien sa vie, mais il veut repartir. Il s'est retrouvé un emploi, etc.
Mais là, il faut qu'ils se classent pour se trouver un logement. Et là, code de crédit, c'est plus difficile. Alors moi, je pense qu'on doit, dans des situations au Québec, évoluer. Oui. Le dépôt de garantie, c'est une façon de minimiser les risques pour le propriétaire. Absolument. Et de responsabiliser aussi le locataire dans le fait que je prends un bien et je vais le redonner dans le même état. Ça fonctionne dans plusieurs législations et ça fait partie des changements législatifs qu'on aimerait au Québec voir venir. Puis moi, je pense que pour les immigrants, pour plusieurs, ça faciliterait la recherche de logement pour eux parce que malheureusement, lorsqu'on arrive au pays, on ne connaît pas les lois, on est déboussolé, on quitte notre pays, parfois dans des conditions pas toujours faciles, et le logement, c'est notre premier quartier, c'est notre premier attachement au pays d'accueil. Oui. Puis plus cet environnement-là va correspondre à nos besoins, mais mieux on va aussi s'intégrer et participer à la vie communautaire et économique. C'est ça. Je suis très, très, très d'accord avec vous parce que j'ai tout vécu ça. Ouais. J'ai eu la chance d'arriver à l'Université de Montréal, puis j'habitais dans la Tour des Vierges, donc j'étais très bien accueillie. Mais je ne peux pas imaginer que, par exemple, des immigrants qui arrivent avec toute une famille, ils doivent absolument trouver un quartier, identifier un quartier et un logement qui va correspondre à plusieurs critères où insérer les enfants, à quelle école, etc. C'est beaucoup, beaucoup de casse-tête. Et puis, si en plus... ils approuvent des difficultés pour convaincre le propriétaire de leur louer. Wow. Et il ne faut pas en vouloir au propriétaire parce que, vous savez, le propriétaire, bien souvent, lui, il a son hypothèque à la fin du mois parce qu'il y a toujours un effet domino. Absolument. Il y a un effet de risque. Alors, un locataire, par exemple, qui ne paie pas, donc défaut de paiement, ça a des conséquences financières. Puis, depuis un an, avec la hausse des taux d'intérêt, les marges de manœuvre des propriétaires, là, il n'y en a vraiment pas. Non, il n'y en a vraiment pas. Et donc, c'est vrai. La prise de risque, là, elle doit être minimisée. Alors, moi, je dis souvent aux locataires, proposer, même si c'est un petit montant, je dis souvent, des fois, un petit montant, c'est symbolique, mais vous envoyez un message que vous serez un locataire responsable, que vous êtes prêt à contribuer à préserver cet environnement-là. Et donc, d'une certaine manière, le propriétaire, c'est pas le montant d'argent qui va l'intéresser, c'est l'engagement. Oui, absolument. Vous avez ce qu'il recherche, c'est des gens qui sont responsables. Vont être responsables. En fait, c'est pas l'argent, c'est le niveau de responsabilité qui est important. C'est le niveau de confiance. Exactement. Exactement. Mais c'est comme ça dans la vie et dans tout, là. Absolument. Donc, c'est juste que actuellement, on voit qu'on est devant quelques défis au niveau des règlements parce que on dirait que ces règlements-là, ça existe pour protéger les deux parties, mais qui ne sont pas à jour selon la réalité d'aujourd'hui. Donc, ça nécessite une mise à jour, tout comme nos bâtiments qui sont délabrés, ils ont aussi besoin d'une mise à jour. Au Québec, en fait, on a essentiellement les mêmes lois qu'il y a 40 ans. Et donc, mais, ce n'est plus le même contexte. C'est ça, juste le calcul des hausses de loyer, la formule de fixation des loyers, elle est basée sur des méthodes de calcul du début des années 80, alors que les taux d'intérêt étaient à 20 %. Donc, c'est un autre monde, une autre réalité. Alors, nous, on en vient à la conclusion qu'on est dû pour une réforme majeure dans le secteur de l'habitation. L'objectif ici, c'est pas de l'enrichissement à l'extrême des propriétaires puis d'abus. Il n'y a aucun propriétaire qui pense comme ça. C'est de trouver le meilleur équilibre, mais surtout de miser sur les meilleurs comportements, notamment l'entretien, avoir... puis je le dis toujours, l'investisseur, le propriétaire, là, il veut faire un peu d'argent, c'est normal, c'est son fonds de pension, donc il veut que ça progresse. Tout à fait. Mais il ne veut pas nécessairement le faire en abusant des autres. D'aucune manière, il veut trouver un équilibre. Et c'est ça qu'il faut retrouver dans le système. Puis il faut que les gouvernements prennent aussi leurs responsabilités au niveau des clientèles plus vulnérables, avec des logements
sociaux, abordables. Et ça, cette mission-là ne revient pas nécessairement aux propriétaires privés parce que c'est pas leur mission lourd. À eux. Donc, c'est assez lourd. Puis en plus de toutes les rénovations majeures ou des entretiens réguliers, j'ai aussi passé hier toute la journée dans une conférence sur le ESG. Ouais. Donc, c'est aussi... en fait, ESG existe depuis un certain nombre d'années. C'est juste que là, pour les copropriétaires d'immeubles, il va falloir commencer à déclarer et puis de respecter un certain encadrement à partir du 1er janvier 2024. Alors, est-ce que vous prévoyez chez Corpic un certain impact? Ben, à ce moment-ci, on surveille ça de près. Évidemment, on est toujours fort anxieux par rapport à ces changements-là. Le défi qu'on a toujours, c'est qu'au Québec, on a 300 000 propriétaires. Donc, les propriétaires ne sont pas tous assidus des changements ou des évolutions et de l'actualisation des lois. Oui. Alors ça, c'est un défi. Et c'est pour ça qu'on milite même auprès du gouvernement, éventuellement, pour qu'il y ait des ressources financières destinées à de la formation, de l'accompagnement, de l'appui aux propriétaires parce que lorsqu'on apporte des modifications ou des objectifs à atteindre, comme vous venez de le nommer, ben ça se fait pas par magie. On ne rejoint pas les gens. Non, je prévois beaucoup de chaos dans ce changement. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut, je pense, agir en amont. C'est par l'accompagnement. Et moi, j'aurais envie de dire qu'on peut bien se donner des dates, des objectifs, puis ceci ou cela, mais il faut se donner un cadre de mise en œuvre de ces politiques et de ces changements. Oui. Et ça, là-dessus, on a tendance à minimiser l'importance là-dessus. Alors moi, j'aurais tendance à dire que oui, je suis inquiet parce qu'on ne consacre peut-être pas les énergies et l'accompagnement des propriétaires à cet effet. Il y a toujours plusieurs façons de voir la même chose. Ouais. Donc, en parlant de ESG et spécifiquement en parlant de E, environnement. Ouais. Donc, actuellement, il y a aussi le programme de APH Select qui vient donner un coup de main aux propriétaires d'immeubles locatifs, justement, s'ils font des changements, des améliorations pour la condition énergétique. Ça peut donner aussi un bon impact dans le rendement financier et aussi énergétique, ou aussi la qualité de la vie des locataires. Moi, je veux d'abord saluer la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Oui. Innove toujours avec des nouveaux programmes. APH CEC en est un bel exemple. Récemment, beaucoup de constructeurs, de propriétaires vont les utiliser. Absolument. Et ils fixent des objectifs qui concordent avec les priorités de la société québécoise et canadienne. Oui. Donc, développement durable, l'environnement. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans la lutte au changement climatique, dans cet objectif de mobiliser l'efficience énergétique, les bénéfices, ils sont pour tout le monde. Oui. D'abord pour la société, absolument. On le savait déjà. Oui. Mais comme propriétaire, c'est un investissement qui est important. Oui. C'est une mise en valeur, c'est un engagement qui est grand. Mais aussi pour les locataires, il y a un bénéfice parce que 75% des locataires paient les frais de chauffage. Oui. Alors, quand on travaille à remettre à niveau nos logements avec surtout des objectifs au niveau de l'efficience énergétique, c'est aussi le portefeuille du locataire qui en bénéficie. Tout à fait. Alors, ce sont des stratégies qui sont gagnantes, mais pour ça, il faut multiplier les mesures, il faut multiplier l'aide directement aux propriétaires parce qu'ultimement, on diminue aussi l'impact sur le prix du loyer et des charges parallèles comme l'énergie. Au locataire, on est dans une solution gagnante pour tout le monde. Alors, ça me semble... Tout ce que j'entends, ça fait du gros bon sens. Oui. Mais comment y arriver,
Ben, en fait, ça nous ramène à dire il faut multiplier ces programmes-là. Il faut que tous les gouvernements, parce que souvent les enveloppes budgétaires sont pas toujours suffisantes, sont limitées. Mais ce virage-là, il faut le prendre pas juste pour nos enfants puis les sociétés à venir. Et c'est aussi, il y a des gains pour tout le monde. Oui. Et donc, à mon avis, il va falloir, notamment la Ville de Montréal, s'est donné des objectifs, mais à cet effet-là. Mais nous, notre inquiétude, c'est que les enveloppes budgétaires n'accompagnent peut-être pas, sont insuffisantes. Et à notre avis, on devrait se donner des priorités. Comme par exemple, peut-être qu'on pourrait commencer par les bâtiments construits avant 1980. OK. Dans 2 ou 3 ans, on va prendre ceux de 1985 et moins, 90. Vous voyez, on va y aller. Le problème, c'est que progressivement, et on va joindre là où il y a une zone de gain important. Oui. Alors, et ça, il faut que les politiques publiques soient plus agressives sur ces éléments-là. Tout à fait. Alors, on fait les représentations, puis on espère que les gens nous écoutent aujourd'hui, puis vont peut-être retenir l'importance de ce genre de proposition. Tout à fait. Et c'est pourquoi je fais cette émission pour le franc-parler avec mes invités. Merci beaucoup de votre passage. Et aussi, pour terminer, je voudrais connaître quel est votre souhait pour notre société et pour la génération à venir. Je pense que mon plus grand souhait, d'abord en habitation, on veut que tout le monde puisse se loger convenablement dans le meilleur environnement. On vit de grands défis en ce moment. On est à une croisée des chemins dans le secteur de l'habitation. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que d'abord, que tout le monde soit à la même table. Qu'on soit public, privé, quelle que soit la mission qu'on a, on a un devoir de livrer et d'offrir des logements pour tout le monde. Évidemment, ça vient avec toutes sortes de défis, mais à partir du moment où les gens travaillent ensemble, collaborent à un même objectif, comme société, on va être pas mal gagnant dans l'avenir. Alors moi, je me lève chaque matin en me disant que je contribue à cet objectif-là. Absolument, merci beaucoup. Et donc voilà. Oui. Alors, c'est en communication qu'on trouve des solutions et des actions, n'est-ce pas? Merci à vous de nous écouter. À la prochaine.